Ouais, super, on y va. Les enfants ont ça en eux, le danger les attire. Et ben moi, c'est quand j'ai entendu la guitare électrique. Waouh! Faut le savoir, en France, alors Keith Richards a été mis en examen pour possession. Et là, c'est 2 ans plus tard. Ça fait 2 ans qu'il attend le procès, qu'il attend ce que va dire le juge. Il risque 20 ans de prison, ce qui voudrait dire c'est fini les Rolling Stones. Donc, il y a plein de réunions au sommet, les managers, les avocats. Et il y a un avocat qui dit ouais, mais enfin, là, Keith, il a l'air de l'ennemi public numéro 1, vous comprenez, avec sa brique d'héroïne là dans la valise. Faudrait qu'il fasse un truc pour attendrir le juge. Faudrait que, je sais pas moi, il pourrait pas faire un single de Noël. Et ça tombe bien, parce que Keith Richards, il a enregistré une chanson de Noël de Chuck Berry, Run, Rudolph, Run. Alors on pourrait sortir ça serait 47 jours de Noël, évidemment ça fait un peu moins gangster, rebelle, défoncé. Et sauf que, bon, c'est les Stones, il y a plein de trucs en travers, et donc ils décident qu'ils vont sortir ce 47 jours de Noël de Keith Richards au mois de mars. Bon, ok, c'est les Stones, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est pour ça qu'un soir de février 1979, je me retrouve avec le photographe Claude Gassian, on est tous les deux assis au Ritz, place Vendôme, ouais. Alors, c'est pas le Ritz d'aujourd'hui qui a été refait lounge, non, c'est le vieux Ritz, pas Poésie, non, ça sera minuit sans doute, voilà. Puis finalement, on vient nous chercher vers minuit et demi, et là, on se plaint pas du tout, parce qu'on est dans l'ascenseur qui nous emmène vers le 7e étage du Ritz, là où tous les fans des Stones voudraient être, dans la suite de Keith Richards. Wow. Alors, conversation avec ton copain, là, le photographe, vous m'avez l'air d'être des gars bien cool. Oui, Keith, ouais, on essaie. Vous m'avez l'air d'être bien cool, vous m'avez l'air branché. Ouais, oui. Alors, vous sauriez pas où on pourrait trouver de l'herbe à Paris? Et là, il y a une dame qui rentre dans la pièce. Et cette dame, je la reconnais immédiatement. C'est Anita Pallenberg, l'actrice de performance. Madame Keith Richards, la maman du fils de Keith, Marlon. Et elle en rajoute, elle est sublime, elle dit « Ah ouais Keith, ouais, ça serait drôlement chouette si tes nouveaux copains, là, ils pouvaient nous ramener de l'herbe dès demain. » Et alors, moi je suis branché, c'est Keith qui l'a dit, donc j'essaye de les détourner de leur projet d'herbe, parce que moi de l'herbe j'en ai jamais fumé, je ne sais pas où ça se trouve, alors je leur dis « Vous préféreriez pas de la cocaïne pure? Parce que il y a un gros arrivage sur Paris en ce moment, il y a de la Piora des Pioras qui arrive du Pérou. » Et Anita, elle me dit « Ah non mais là, au niveau de cette merde, regarde, on a tout ce qu'il faut. » Elle me désigne la cheminée du Ritz. Et alors la cheminée du Ritz chez Keith Richards, c'était Courchevel sous la poudreuse. Il y avait des trucs, des rails, des lignes, des flacons marqués cocaïne pure, des paquets, des kepas, les billets de 500 $ en rouleau, à quoi ça sert, et puis les petites lames de rasoir un peu partout, enfin bref, ils avaient tout ce qu'il faut. Donc là, je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que l'herbe, je savais vraiment pas où ça se trouvait, mais j'ai dit, allez, je prends un air très très pro, je dis, vous inquiétez pas, Keith et Anita, moi, je vais vous trouver de l'herbe. Non mais, pourquoi j'ai dit ça direct du tac au tac? Parce qu'il me semblait que l'honneur
l'honneur de la rock critique française était en jeu. Oui, mes amis. Et donc, je dis, comptez sur moi. Et on part, on descend, on sort du Ritz avec l'attaché de presse qui me dit, non mais, t'es malade? Tu sais où trouver de l'herbe, toi? Je dis, bah non, je vais chercher. Alors elle me dit, bon, bah t'as intérêt à chercher très vite. Moi, je vais foncer à la maison de disques, chercher du cash. Et puis t'as intérêt à trouver un dealer d'herbe. Voilà. Et alors moi, dès que je me réveille le lendemain, je passe la matinée à réveiller tous mes copains qui travaillent en boîte, en club, en concert. Je les appelle, tu sais pas, on peut trouver de l'herbe. Alors on est en 1979, après une enquête de 4 heures, je découvre qu'il y a une dealeuse d'herbe à Paris. Une seule, une. Elle est dans les Halles. C'est une Brésilienne, paraît-il. Donc on me donne son numéro de téléphone, je prends rendez-vous, et elle me dit venez me voir ce soir à partir de 20h30. Alors on y va avec la pauvre petite attachée de presse qui a amené le cash. Donc on monte les petits escaliers tordus dans un de ces vieux immeubles des Halles. Moi, je vais te poser quelques questions sur Johnny. J'aimerais que tu répondes franchement. Il était comment, Johnny? À tout casser. Merci, Yarol. Wow. Merci, Yarol. C'est 5 mesures de rhum, 2 mesures de liqueur d'abricot, et après du jus d'ananas, du jus de citron, on passe ça au shaker avec de la glace, un trait de grenadine, un trait de sirop d'orgeat. Je pense que certains d'entre vous voudraient peut-être goûter le scorpion, non? Il paraît que c'est déjà pris. En fait, moi, la dernière fois que j'ai vu Serge Gainsbourg, c'était en août 1990, et il avait totalement arrêté de boire. Là, et on est très surpris, nous les journalistes, les Sex Pistols sont là avec nous, tous les 4, quoi. Et le bateau va quitter le port, et là, il y a alcool à volonté, et je peux vous dire, pour les punks, trop, c'est pas assez. Donc, ça y va, on picole, on picole, on picole, et puis vers 19h, la nuit commence à tomber, et les Sex Pistols commencent leur concert.
Et moi, hommage à coup de chapeau, comme disait Charlot, hommage à coup de chapeau. Non, je ne me prends pas pour Slash. Non, je ne me prends pas pour Slash. Simplement, je veux vous dire, les rockstars, j'en ai rencontré 4000, enfin j'en ai rencontré 250, et donc je ne peux pas les évoquer toutes seules. Alors faut dire Prince, moi je rentre en collision avec sa pourpritude quelque part en 1983 et Prince tout de suite il est troublé. Il dit à ses managers, mais enfin c'est qui ce mec-là? C'est qui ce Philippe Manœuvre? Est-ce que c'est un homme de radio, puisqu'il a une émission sur France Inter, une quotidienne? Ou est-ce que c'est un présentateur télé avec ses fameux enfants du rock? Et puis il dit, mais il pourrait aussi s'agir quand même d'un affreux journaliste de la presse écrite, puisqu'il collabore avec des journaux. Alors Prince, il sait pas. Il sait pas qui je suis, ça lui pose un problème. Et moi, de mon côté, moi, je suis éperdu d'admiration. Avec Dionnet, on adore Prince et on le passe dès la première émission de Sex Machine. On adule Prince, on l'adore. Et du coup, on va rencontrer ses managers, messieurs Cavallo, Ruffalo et Farnioli. Trois énormes Américains, un peu comme ceux qu'on voit dans le film de Scorsese, Les Affranchis. Vous savez, les gros gars avec des cigares et des chemises hawaïennes. Voilà, et donc c'est les managers de Earth, Wind & Fire, mais c'est surtout les managers de Prince. Et ces managers, ils nous aiment bien. Ils trouvent que les enfants du rock, c'est marrant. Et du coup, ils vont nous confier un concert de Prince à Syracuse. Et ça, pour beaucoup de gens, le concert qu'on va diffuser, le concert de Syracuse, ça va être la première fois où ils voient Prince. Et c'est le début d'une histoire d'amour qui va durer 40 ans jusqu'à sa disparition, et même encore après. Donc c'est un grand moment. Et donc nous, avec Dionnet, on voudrait bien avoir une interview de Prince pour Sex Machine, pour les enfants du rock, voilà. Alors en plus, Prince, il a sorti Purple Rain, succès colossal aux États-Unis, 6 mois numéro 1. Et il n'a pas très envie de venir en France. Il va mettre très longtemps à venir à Paris. Il viendra en 86 finalement. Et donc, pendant qu'on faisait les numéros de Sex Machine, on n'avait pas Prince, mais on a eu un groupe qui l'avait produit, les Vanity Six, voilà. Alors les Vanity Six, elles sont en tenue de scène, là, présentées comme ça sur scène. C'était extraordinaire. Et dès qu'on a vu les Vanity Six, on a tout de suite accroché avec Dionnet. Et là, je dois dire, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que Vanity, la leaduse du groupe, celle qui est au centre, c'était Madame Prince à l'époque. Alors, s'il y avait bien quelqu'un avec qui il ne fallait pas accrocher, c'était elle. Et alors nous, on a vécu un super tournage. On était là avec les Vanity Six, on leur a fait faire leurs morceaux, on a fait plein de trucs. Mais là, la question, c'est pourquoi Prince m'en veut tellement? Est-ce que, par hasard, c'est parce que j'avais mis ma veste Michael Jackson quand on a interviewé les Vanity, j'avais un peu la même veste que Michael. Alors est-ce que Prince a pris ça comme un crime de lèse-majesté? Est-ce que Vanity lui a raconté des trucs qui sont pas du tout arrivés sur sa soirée parisienne avec les enfants du rock? On ne saura jamais. Vanity est morte, Prince est mort. En tout cas, Prince, le prince du funk, il est full rage contre moi. Et il va me tendre un piège terrible dans lequel je vais me précipiter dès la première. Voilà. En fait, un beau matin, j'ai un coup de téléphone d'un des 3 managers de Prince. Joe Ruffalo m'appelle. Joe Ruffalo me dit, Philippe, cette interview de Prince que tu me réclames depuis 2 ans, eh bien figure-toi que ça se présente pas mal. Ça sent bon, il se pourrait que Prince vous donne l'interview dont vous... Ses musiciens, ses amis, etc., etc. Et puis il y avait un autre un chanteur qui était lui-même en tournée en Allemagne. Mais il venait d'arriver dans son jet privé. C'était un chanteur funk pop soul. C'était un dénommé Michael Jackson.
exactement comme dans un vidéoclip. Il était habillé en grand mamamouchi, là, avec une espèce de veste de général d'une armée qu'on ne connaissait pas. Il avait plein de médailles sur la poitrine. Il avait son gant en diamant qui clignotait dans la nuit. Il avait ses Ray-Ban miroirs. Et c'était magnifique quand il est arrivé. Il venait de donner un concert à Bâle devant 80 000 personnes. Madonna, elle donnait son concert en Parc de Sceaux devant 160 000 personnes. Ils avaient de l'adrénaline pure qui courait dans leurs veines. Et du coup, qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? Eh ben, ils ont sauté sur la piste de danse et ils se sont mis à danser tous les deux ensemble pendant un bon quart d'heure avec tous les gens, les musiciens qui hurlaient autour, avec Louis Bertignac qui était à côté de la scène qui faisait woup woup woup. Et on était qui dit aujourd'hui j'ai dansé avec Madonna. Ben oui, bien sûr, oui. Et donc voilà. Et moi pendant ce temps-là, moi j'étais assis et je me pinçais le bras jusqu'au sang en me disant mais personne me croira jamais. Et en plus, ça se passe 30 ans avant l'invention du téléphone portable. Donc là, sur ce coup, je vous demande de me croire sur parole. Madonna et Michael Jackson étaient là, seuls au milieu de leurs amis, et ils dansaient comme des fous, et le monde était à eux. Et ça se passait à Paris, dans ma ville. Et moi, je me réveille la nuit, je me dis, tu sais quoi, je crois que j'ai vécu ce truc-là, et si je suis encore là, c'est pour le raconter à tous, ici, ce soir. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier Live Nation qui nous a invités ce soir à jouer pour vous. Merci.